Et Kevin Tauzet est à mes côtés en plateau pour poursuivre cette discussion de marché, membre du comité d'investissement stratégique de Carmignac. Bonjour et bienvenue Kevin. Bon, question très ouverte, effectivement. Alors je notais, c'est des enquêtes réalisées par exemple auprès des gestionnaires d'actifs. BofA mène une enquête mensuelle relativement regardée par les investisseurs. Je dirais que le risque macroéconomique sur la croissance devenait le risque numéro 1 aujourd'hui dans l'esprit des investisseurs, devant le risque d'une erreur de politique monétaire. Et je voyais même que le risque lié au conflit en Ukraine et à la crise géopolitique redescendait à la 4e place. Le focus aujourd'hui pour les investisseurs, c'est la question de la résilience de la croissance, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. D'ailleurs, quand les banques centrales sont plus que jamais focalisées sur l'inflation. Qu'est-ce que ça amène comme réflexion, Kevin ? Oui, alors plusieurs. La première, c'est que, ça a été dit par Frédéric, c'est-à-dire que le narratif de marché, depuis quelques jours, il est que aux États-Unis, on a passé le pic d'inflation avec publication quand même à plus de 8% sur un an glissant. C'est vrai que quand on regarde un petit peu plus dans le détail, on se rend compte, notamment sur la partie cœur, évidemment, l'énergie, elle contribue très fortement à ça. Quand on se concentre sur la partie cœur et qu'on, on va dire, isole les composantes plutôt liées à de la réouverture, les voitures d'occasion, la restauration, l'hôtellerie et les parties vraiment, pour le coup, beaucoup plus cœur, on voit que ce qui a amener, on va dire, un chiffre d'inflation un peu moins élevé que ce qui était anticipé par le consensus, c'est surtout la partie liée à la réouverture. La partie cœur, la partie la plus collante, qui sera la plus durable, elle reste sur un rythme de croissance annualisé supérieur à 5%. Donc, ce narratif de marché-là, on peut un petit peu, on va dire, le questionner, pour le dire comme ça. Sur la croissance. C'est pas évident qu'on soit au pic d'inflation, c'est ce que. Et c'est surtout que c'est pas évident que ces composantes les plus durables de l'inflation, elles suivent la même trajectoire que celles qui sont plutôt liées à la réouverture ou aux matières premières. Et c'est bien cette composante-là qui est regardée par les banquiers centraux. Après, ce que ça m'évoque d'autre, c'est que, vous le disiez, l'action des banquiers centraux, l'action attendue des banquiers centraux, les opérateurs de marché leur accordent une forme de crédibilité. C'est-à-dire que, oui, ils vont bien arriver, notamment aux États-Unis, à venir appuyer sur le frein ou mettre un peu d'eau froide sur une économie qui est pour le coup plutôt très chaude. Et donc ça, c'est bien leur objectif, c'est de venir un petit peu peser sur la croissance. Alors après ça pose d'autres questions, et notamment, est-ce qu'on peut avoir une forme d'atterrissage en douceur ou pas ? C'est la question. Est-ce qu'à un moment, l'arbitrage d'une banque centrale comme celle de la Fed peut revenir peut-être sur la croissance plutôt que l'inflation ? Parce que quand on écoute les discours, il ne s'agit plus de seulement neutraliser la politique monétaire. Certains vont bien au-delà. Il va falloir, effectivement, et alors James Bullard, qui est un électron libre, on va dire, mais le dit très franchement, il va falloir casser la demande. Il va falloir casser la croissance si l'objectif est bien de ramener l'inflation américaine à 2%. Est-ce qu'il y a une autre manière de faire ? Et est-ce que l'idée d'un soft landing est quelque chose d'envisageable aujourd'hui encore pour l'économie américaine, qui se porte très très bien quand on fait une photographie instantanée? Il n'y a pas de catastrophisme de ce point de vue-là. Alors, le soft landing, donc cet atterrissage en douceur, il est souhaitable et il devrait se passer dans un monde idéal. Il est très difficile à mettre en œuvre. Donc, même avec la meilleure volonté du monde. Exactement. Et on en a eu quelques aperçus, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2018, par exemple. Donc, l'économie américaine, encore une fois, elle va plutôt bien. On a un marché de l'emploi. Elle crée 700 000 emplois par mois. Il y a à peu près 11 millions d'emplois à pourvoir aux États-Unis. Par contre, on a parlé de l'inflation. Cette dynamique d'inflation, elle vient aussi nourrir les salaires. Et donc, les craintes qu'il pourrait y avoir sur la croissance, je veux dire, avant d'avoir une récession économique, une récession du PIB, on verra sans doute une forme de récession des profits. C'est-à-dire que on aura une économie américaine qui continuera de croître, et pour autant, la part des profits, elle sera écrasée petit à petit par la part des salaires. Et éventuellement, là, on pourrait voir une forme de revirement de la Réserve fédérale, mais ça nous amène quand même assez loin dans le temps. Oui. En termes de calendrier, c'est pas tout de suite. Exactement. C'est pas pour la réunion du mois de mai, c'est sans doute pas pour la réunion du mois de juin, etc. Et puis on verra les choses en temps et en heure. Quand vous regardez les grands marchés, alors c'est vrai qu'on a noté depuis quelques jours une pause dans la correction obligataire, avec une pause également dans le phénomène d'aplatissement de la courbe, qui est allé jusqu'à une inversion signalée déjà depuis quelques semaines. Et puis face à ça, alors on peut regarder les marchés actions comme étant toujours relativement résilients. Où est-ce qu'il y a le plus de complaisance là dans ces grands marchés
selon vous, aujourd'hui, Kevin? Alors, sur les marchés de taux, on parle beaucoup, par exemple, de la réunion cet après-midi de la Banque Centrale Européenne. Le ton devrait être sans doute relativement dur, d'autant plus parce que je ne veux pas sembler être obsessionnel vis-à-vis de l'inflation, mais c'est vrai qu'entre la réunion de mars et celle-là, il y a eu des publications d'inflation qui ont été extrêmement élevées. Et même dans des pays qui sont les moins exposés, on va dire, à la hausse des matières premières, comme la France ou l'Espagne, qui elle, a une inflation de plus de 10%. Donc ça nourrit un peu ce point-là. Après, les anticipations de remontée de taux d'intérêt, elles sont quand même elles sont bien anticipées par les marchés. C'est-à-dire que ce qui est anticipé pour 2022 sur les taux européens, c'est qu'il y ait 2 hausses de taux en 2022. Et surtout, ça continue après. Exactement, qu'on ait même 1% de hausse de taux en 2023. Donc, est-ce qu'il y a de la complaisance sur les parties courte des courbes de taux, en tout cas clairement de moins en moins, et ça c'est vrai en zone euro et c'est vrai aux États-Unis. Après, sur les maturités un peu plus longues, comme vous le soulignez, là on pourra avoir une forme de remontée des taux d'intérêt sur des maturités un peu plus longues, par exemple sur des maturités à 10 ans, parce qu'il y a aussi un autre outil que celui de la hausse des taux d'intérêt, qui est l'utilisation du bilan. Et d'ailleurs, on a vu les courbes de taux remonter après une sortie d'une membre de la Fed. Mais Laëlle Brainard, elle est quand même vice-présidence de la Fed. Et c'est surtout la plus dovish du board. Et dans le discours du 5 avril, elle cite Paul Volcker quand même. Et elle parle bien de cet outil, de pouvoir, on va dire, déboucler ces outils de politique monétaire qui sont non conventionnels et qui peuvent là aussi venir les banquiers centraux à faire une forme de contrôle de courbe de taux, mais dans l'autre sens. Je comprends. Et justement, si on arrive à des niveaux de peu de complaisance sur les marchés obligataires, est-ce qu'en termes d'investissement, cette correction obligataire, avec les effets qu'elle peut avoir sur le crédit notamment, offre déjà peut-être une vue plus constructive chez des investisseurs non contraints justement C'est vrai que ce qu'on a vu sur les marchés obligataires, c'est le pire trimestre qu'on a pu avoir sur les 40 dernières années. Donc ça interpelle. On peut se dire, est-ce que c'est une opportunité pour justement recharger. Exactement, pour entrer sur ces marchés-là. Sur les parties courbes de taux, parce qu'il y a des opportunités à être très longues, mais en tout cas, il y a beaucoup moins d'opportunités à mettre en place des positions négatives. Sur les maturités, on va dire, intermédiaires, sur ces points 10 ans, par exemple, là, il y a peut-être plus d'opportunités à avoir un biais assez défensif, parce que ces taux d'intérêt-là, ils peuvent remonter. Et puis, sur les marchés du crédit, c'est vrai qu'on a vu et la hausse des taux d'intérêt, et la hausse des primes de risque sur certains segments. Et là, on se rapproche d'une forme de valeur d'équilibre. Donc, il y a des choses à faire. Quand on fait de la gestion, comme vous le disiez, affranchie des indices, de la sélection d'obligations, là on voit quand même quelques secteurs ou segments qui se détachent. Dans le secteur de l'énergie, on a des niveaux de taux d'intérêt sur des grandes majors pétrolières européennes ou françaises ou italiennes qui reviennent sur des niveaux qui prévalaient en mars 2020. Ah oui, alors que ces boîtes-là n'ont jamais autant généré de free cash flow, j'imagine. Oui, les prix du pétrole entre au plus fort de la crise en mars 2020 était négatif en mars 2020. et aujourd'hui, ils ont quelque peu changé. Oui. Donc ça, c'est des endroits où on est heureux de déployer du capital. Il y a des opportunités. Il y a d'autres marchés comme les marchés émergents. Il y en a qui exportent beaucoup de matières premières. Ça a été largement discuté à cette antenne. Et puis, il y a aussi d'autres pays, par exemple des pays émergents aux portes de l'Europe, qui ont vu leur taux d'intérêt remonter extrêmement fortement. Des taux tchèques à 1 an, ils sont passés on va dire, entre 0 et 1% à 6% en l'espace d'1 an. Là aussi, on a intégré beaucoup de choses exactement, dans cette correction-là. On voit bien le potentiel qu'il peut y avoir sur ces marchés obligataires. Qu'en est-il des actions, Kevin, des marchés actions qui paradoxalement ont presque moins corrigé que certains marchés obligataires, jusqu'à des marchés obligataires jugés sans risque. Donc. C'est vrai que le mouvement qu'on a vu depuis le début de cette année, c'était plutôt les secteurs, les valeurs les plus cycliques qui surperformaient les valeurs les plus défensives. C'est particulièrement flagrant aux États-Unis. Si on fait le ratio de ces deux segments-là, on a une surperformance des cycliques par rapport aux défensives qui est à peu près de 10% au plus haut, fin mars, début avril. On a ce mouvement-là qui s'est largement, on va dire, débouclé au cours de la dernière semaine. Ça s'inscrit dans le sillage de ce que vous décriviez, c'est-à-dire que les opérateurs de marché regardent plus
où va la croissance économique, les révisions à la baisse du consensus sur les anticipations de croissance économique. Et donc, dans ce contexte-là, bien voilà, on a encore une fois une économie qui mature, on a moins de soutien, et des soutiens qui ont été très puissants, notamment des injections de liquidités, les fameux programmes d'assouplissement quantitatif qui vont plus être là demain ou après-demain. Et donc ça pose des questions sur où sera la croissance demain. Et donc la partie la plus défensive, elle fonctionne bien. Et la semaine dernière, on a eu 6% de contraction décyclique par rapport aux défenses. Et ce renversement d'une semaine, c'est un signal à prendre au sérieux pour la suite? Est-ce que ça implique déjà, en termes de gestion, de stratégie d'investissement, un nouveau rebalancement des portefeuilles? Alors oui, c'est-à-dire que la décroissance, en tout cas la moindre vigueur du rythme de croissance économique, il devrait perdurer. Et donc ça justifie qu'on garde et qu'on reste investi sur des secteurs défensifs, la santé, la consommation de base. Il faut faire un petit peu attention aux problématiques d'inflation, parce que dans ces grands groupes qui opèrent dans le secteur de la consommation, ils peuvent aussi être impactés, mais il y a clairement des choses à faire, des valeurs de croissance, possible, idéalement pas trop endettés, parce que les taux d'intérêt et donc les coûts d'emprunt, ils remontent également. Mais ça fait du sens d'avoir ce type de valeur-là dans le portefeuille. Parce qu'encore une fois, la croissance économique, demain, on peut on veut dire raisonnablement escompter qu'on ne pourra pas trop compter sur des mesures de relance budgétaire aux États-Unis. Et le soutien monétaire, il est clairement de moins en moins là. Et puis voilà, vous parliez tout à l'heure des chiffres de confiance des consommateurs. Les dernières enquêtes, publications de l'Université de Michigan, ils étaient plutôt orientés clairement à la baisse. Et on comprend le consommateur américain. Au début, l'inflation, c'est formidable, on peut renégocier ses salaires à la hausse. Pareil sur les transferts sociaux, tout ça n'existe plus, de moins en moins, et il a quand même traversé le Covid, l'inflation, la guerre en Ukraine, et encore plus d'inflation. Donc ça ne devrait pas non plus trop aider l'économie américaine. Au global, là, en termes d'allocation d'actifs, le poids des actions reste quand même réduit. Très réduit, on peut le dire, même peut-être dans un flagship comme Carmignac Patrimoine. Oui, on a autour de entre 10 et 15% d'exposition nette au marché d'actions dans un comme Carmignac Patrimoine, donc ça reflète bien ce que je vous décrivais. On peut aller jusqu'à 50%, donc ça on est dans la borne basse. Exactement. Et après, on va dire, si on soulève le capot, sous la surface, on panache aux investissements entre ces investissements, on va dire, sur des sociétés de croissance, encore une fois, pas peu endettés, donc avec quand même beaucoup de visibilité, des investissements sur les secteurs plus défensifs, puis on réduit ceux qui sont, on va dire, négativement corrélés à la hausse des taux d'intérêt, et à l'inverse, on peut aller chercher aussi un peu plus de cyclicité sur le secteur de l'énergie, certaines valeurs liées à la réouverture aussi. Merci beaucoup, Kevin. Merci de nous avoir éclairé là aussi sur cet environnement de marché particulièrement complexe, on va le dire comme ça, avec plusieurs couches de crise qui s'empilent aujourd'hui, et des inquiétudes liées évidemment au fort niveau d'inflation et ce risque que l'inflation fait peser à terme sur la croissance économique des économies majeures. Kevin Tozek est avec nous en plateau, membre du comité d'investissement stratégique de Carmignac. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi à 17h pour une nouvelle heure d'émission en direct sur Bismart.